faire un petit tour sur l'inflation mondiale. Et donc là, c'est ce que nous avons regardé tout à l'heure en France. Mais hier, nous avions des publications au Portugal et l'IPC au Portugal annuel est de l'ordre de 3%, donc on est à 2,9. Et comme vous pouvez le constater, on était précédemment à 2,6, donc on est en augmentation. Au niveau de la France, on est en stagnation puisqu'on était précédemment à 2,8. On s'attendait à 2,8, donc on est en attente, on est en phase avec les attentes puisqu'on a une publication ce matin à 2,8. Donc finalement, entre le Portugal et la France, on est sur le même ordre de grandeur, avec une petite différence qui est un effet d'augmentation côté Portugal. Au niveau de l'Espagne, donc ça c'était le 30 décembre dernier, on est sur un IPC annuel de 6,7%, donc 7% quasiment, un peu comme aux États-Unis. Et on était précédemment à 5,5, donc on a une forte augmentation d'1,2 point donc, en un mois, puisque c'est d'un mois sur l'autre, cette augmentation. Et donc on est sur typiquement quelque chose qui est impactant. Et c'est un pays proche de nous, donc c'est bon à savoir, parce que tout ça rentre ensuite dans l'inflation de la zone euro. Au niveau du Japon, on a eu l'inflation publiée donc, le 24, à la veille de Noël, et l'IPC national annuel est à 0,6. Donc le Japon est une sorte d'exception depuis les années 90, exception sur tout, exception sur la dette sur PIB, exception sur son taux de croissance quasi nul, la dette sur PIB qui est un record mondial, près de 300%. Exception également sur la productivité qui est excellente, un taux de chômage bas et finalement, j'ai envie de dire, tout un écosystème qui est pareil, en exception sur beaucoup de domaines. Mais au niveau de l'économie, on a cette fameuse exception japonaise également sur, sur les taux d'inflation. Donc pour résumer, on est dans une sorte de marasme économique qui ne dit pas son nom, sur une population vieillissante, sur peu d'innovation, mais sur une économie tout de même robuste, très efficace, qui tourne à plein régime, mais qui peine à progresser en fait. Voilà, donc l'inflation reflète ça également, avec quelque chose proche de 0%, malgré le contexte qui quand même est mondial. On est également sur une inflation, donc à Singapour, qui est somme toute dans la norme que l'on voit un petit peu partout, donc une inflation qui est présente, mais qui n'est pas non plus en hyperinflation. L'hyperinflation, c'est quand on commence à atteindre les deux chiffres, sans toutefois être forcément à 10%, mais à partir effectivement de 8-9, on commence vraiment à s'inquiéter. Déjà à 6-7, on commence à se dire que l'inflation est forte, et l'hyperinflation commence véritablement quand on approche et on franchit la zone des deux chiffres. Donc à 3,8, près de 4%, on est sur une inflation présente mais contenue à Singapour. En Belgique, on est sur du 5,7, donc quasiment 6%, mais on stagne, donc on est sur quelque chose entre guillemets de maîtrisé à ce stade. Au Brésil, on est sur une zone de début d'hyperinflation à 10,5%. Donc au Brésil, il va falloir contenir cette inflation. On a, je ne l'ai pas dans les tableaux, mais aussi la Turquie qui a publié 36% de taux d'inflation. On a un véritable dérapage sur ce pays à la faveur d'une lire turque qui s'effondre totalement vis-à-vis notamment du dollar américain. Donc c'est une mauvaise politique monétaire qui se conclut en fiasco du côté turc et qui impacte énormément finalement la population. Parce que quand on parle de 36%, disons plus d'un tiers quand même ça signifie que plus d'un tiers de son patrimoine est effacé en moins d'un an. Donc ça signifie il y a un effet évidemment d'asymptote, mais si on restait en linéaire,
Et pour faire simple, disons qu'en 3-4 ans, on est effectivement avec un patrimoine qui tombe à zéro. Donc là, typiquement, quand on a ces niveaux-là, il est urgent de faire quelque chose pour son patrimoine, mais c'est déjà trop tard puisque c'est du constaté. Au niveau de Hong Kong, on est sur du 2% quasiment, 1,8, ça stagne, c'est maîtrisé. La zone euro, la zone qui nous importe, l'IPC annuel pour le mois de novembre, il est ici, il est à près de 5%, avec précédemment le même chiffre, donc on est à 4,9 exactement, et comme vous pouvez le constater, on est plutôt sur un effet voilà, où on n'a pas d'évolution négative ni dans un sens ou positif ni dans l'autre. Donc on est sur quelque chose de stable. Donc grâce effectivement aux nombreux pays qui composent la zone, on a un effet d'inertie qui est bien présent et qui fait qu'on a une inflation qui est toutefois forte, toutefois présente, mais qui reste stable. Donc 5%, c'est quand même voilà, beaucoup plus que le mandat de la Banque centrale européenne. Donc Christine Lagarde devra très certainement adapter son discours en 2022 et peut-être voilà, au moins verbaliser le fait que l'inflation est forte et que peut-être qu'elle est là pour durer un peu plus longtemps qu'elle ne le prévoyait. On est sur ensuite bon, l'Afrique du Sud avec une inflation annuelle à 3,3%. Inflation, pardon, cœur à 3,3, mais l'inflation véritable à 5,5. Donc voilà, une inflation comme la zone euro, finalement forte, mais qui reste encore maîtrisable et qui évolue certes, mais qui n'explose pas. Sur l'Italie, qui est un pays à surveiller, on a une inflation annuelle, voilà, IPC annuel à 3,7%. Donc ça reste toutefois dans les clous, notamment partant du fait qu'on avait 3,8 précédemment, donc on est sur quelque chose qui va plutôt dans la tendance d'une réduction, même si c'est une réduction symbolique de 10 points de base, mais en tout cas c'est plutôt bon signe pour l'Italie. Le Canada avec une inflation cœur, donc annuelle à 3,6%. Donc vous voyez que le chiffre, en gros, les chiffres qui reviennent souvent, c'est 2, 3, 5%. En gros, on a des bornes basses à 2-3% et des bornes hautes à 5-6%. Voilà, donc une inflation finalement moyenne mondiale, on pourrait dire c'est une inflation autour des 4%. Personne n'a 4, mais tout le monde est un petit peu soit en haut de la fourchette, soit en bas. Mais en tout cas, c'est l'inflation moyenne que l'on pourrait déduire de tous ces chiffres. Et puis le 15 décembre dernier, puisque c'était les derniers chiffres que l'on a sur la zone anglaise, la zone anglaise suite au Brexit, un an après le Brexit, on est sur une inflation annuelle, voilà, au dernier chiffre du mois de novembre, finalement qui reste voilà, pas catastrophique, hein, 5,1%, comme la zone euro. Donc finalement, on est, même si on a une augmentation très forte d'un point quasiment, mais on est sur une inflation qui n'est pas encore une hyperinflation. Et pourtant, la zone GBP est une zone également élastique, une zone anglo-saxonne, à l'image de la zone américaine, qui peut avoir des hausses d'inflation assez fortes et des baisses assez brutales également. Donc à surveiller au niveau de cette zone pour 2022. Alors pourquoi cette inflation? On l'a dit déjà en introduction, c'est typiquement parce qu'il y a plusieurs effets. Le premier, et c'est le principal, c'est l'inflation de la masse monétaire. Donc dit autrement, on fait tourner la planche à billets, c'est pas une surprise. Le fait d'imprimer, en tout cas d'émettre une masse monétaire conséquente tous les mois, donc même si on est dans une phase de tapering aux États-Unis, on est toujours dans quelque chose d'accommodant pour les petits mois à venir, et donc quelque chose de très accommodant en zone euro là pour le coup pour l'année à venir, puisqu'il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas de tapering en vue, en tout cas à ce jour, le 4 janvier 2022. Ça va certainement changer prochainement, mais pour l'instant c'est le cas. Donc on est sur des banques centrales voilà, qui sont très accommodantes,
qui ont des taux directeurs très bas et qui continuent à imprimer eh bien sans compter finalement. On a un deuxième effet qui est le fait que les ménages, notamment, ont épargné, ainsi que les entreprises, hein, qui ont, pour certaines, refait leur trésorerie, finalement. Et donc, on a, dès qu'on a une réouverture, une recovery, eh bien une propension à consommer qui se manifeste. Et à ce moment-là, eh bien les commerçants en profitent pour augmenter les prix. Et certains, au-delà d'en profiter, sont contraints parce que, au-delà de cette inflation, au-delà de cette inflation, on a les prix à la production qui augmentent également. Et puis, troisième effet, c'est l'effet, évidemment, des prix de l'énergie, des prix du transport, et tout ça, ce sont des composants finalement exogènes, hein, qui se rajoutent à toute la chaîne de production, qui fait que, eh bien, on se bat pour des denrées qui sont rares, hein, que ce soit de l'énergie ou des pièces ou des ravitaillements de pièces détachées. Donc à ce moment-là, le plus offrant est le premier servi. Et donc, on a comme ça cet effet d'entraînement qui est là. Les banquiers centraux avaient l'année dernière l'excuse, ou en tout cas l'argument de dire que c'est justement l'énergie et la logistique qui fait qu'on a cette inflation transitoire, temporaire, un peu élevée, mais temporaire, puisque de fait, la zone, pas la zone, mais la chaîne logistique aura elle-même sa recovery ensuite. Voilà, mais c'est ça, c'est en oubliant tout le reste, c'est-à-dire le fait qu'il y a des masses monétaires très importantes qui sont présentes, d'une part, et d'autre part, en oubliant le fait que, une fois que l'inflation est là, c'est très difficile de la faire repartir, puisque de fait, on a l'effet de second tour des prix des salaires qui augmentent, et donc on a l'inflation qui s'entretient elle-même. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Je reprends la parole. Non, toujours pas de questions. Je pense que les gens sont très attentifs. Les participants sont très attentifs. Voilà, donc à nouveau à toi la parole. Ok, alors continuons avec les zones les plus importantes, notamment alors, en Europe, l'IPC en Allemagne, vous voyez, qui est tout à fait dans la lignée de la zone euro, en fait, hein. La locomotive européenne est à 5,2%, stable à 5,2%. Donc voilà, et l'IPC américain, donc qui est effectivement à 6,8, donc près de 7% ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est finalement l'exception, j'ai envie de dire, mondiale des pays de l'OCDE. Donc des pays, on est sur véritablement le haut de la fourchette, à 6,8%. Et là, on a donc une sorte de dérapage. Et donc, il faudra bien regarder les prochains chiffres, notamment ceux de décembre, qui seront publiés dans les jours prochains, pour voir quelle est l'évolution de cette tendance. Parce qu'avec les achats de Noël, sans confinement aux États-Unis, sans trop de restrictions, normalement, on devrait au moins avoir une inflation qui sera à peu près dans le même ordre de grandeur, voire même un peu supérieur. Et puis on a la Chine, qu'il ne faut pas oublier. Donc on a l'IPC annuel sur la Chine qui, elle, est plutôt en bas de fourchette, à l'image finalement de l'exception américaine. On a aussi l'exception chinoise, donc 7 d'un côté et 2 de l'autre, enfin 2,3 pour être précis. Même si ça monte de 1,5, on est passé à 2,3, ça reste tout de même plutôt un bas de fourchette en sortie de zone, hein. Donc voilà, quand on parlait de 3 à 5 avec un 4 en pivot, là désormais, zone américaine, on est sur du 7 pour résumer, et zone chinoise, on est sur du 2.
donc on est hors des balises standards. Voilà donc où on en est au niveau de l'inflation. Et donc, je vous parlais de l'inflation induite par les prix à la production. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IPP. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais ça, c'est la définition en fait, de l'IPP. Alors, il y a deux IPP, l'IPP des services, l'IPP de l'industrie. On va regarder l'IPP global synthétique. Et en fait, cet IPP, il est, vous voyez, sur la France, voilà, au 22-12, parce que c'est pas publié forcément à la même fréquence ni même à la même date. Donc, le dernier chiffre au 22-12 était à 3,5%. Et en Allemagne, pour nous comparer à un pays similaire et proche de nous, l'IPP, il est à 19,2%. Donc là, on a clairement un dérapage au niveau de l'IPP allemand. Et donc, de fait, quand on a un indice des prix à la production à 2,8% en France, c'est-à-dire qu'en gros, les prix pour les consommateurs augmentent de 2,8% de manière annuelle, tandis que les prix pour les producteurs augmentent de 3,5%, bah, ça signifie qu'on a un delta de moins 0,7, qui est donc un delta négatif pour les producteurs, puisqu'ils y sont de leur poche, ils rognent forcément sur leur marge, mais ce delta, il est extrêmement négatif au niveau de la zone allemande, puisque les consommateurs payent leurs produits plus cher de 5,2%, tandis que les producteurs, eux, les payent près de 20% plus cher. Donc un cinquième plus cher. Alors tout ça, évidemment, est relatif, parce qu'il y a énormément de secteurs différents, il y a énormément voilà, de situations, il y a autant de situations différentes que d'entreprises, même. C'est pas forcément que sectoriel, mais il y a des entreprises qui s'en sortent mieux que d'autres, qui sont réapprovisionnées peut-être plus lentement, mais moins chères et venant d'Asie, d'autres qui sont approvisionnées plus rapidement, mais qui sont approvisionnées plus cher. Et puis surtout, et c'est ça qui est la grande différence entre la France et l'Allemagne, bah, l'Allemagne a son énergie à base de gaz, de charbon, et donc une énergie qui a explosé dans les prix à la production, tandis que nous, on est sur une électricité qui finalement reste donc à base essentiellement de nucléaire et donc sur des prix contenus. Donc on a en France cet avantage conjoncturel, ça ne va pas durer, mais pour l'instant c'est le cas, quand on a des prix qui augmentent énormément au niveau de l'énergie, de manière globale et mondiale, et effectivement, eh bien c'est plutôt l'Allemagne qui est impactée que la France. L'Allemagne est également très consommateur, évidemment, d'acier et de toutes les matières premières qui sont utiles à l'industrie. Ils ont une industrie beaucoup plus importante que la nôtre. Et nous, on a finalement une économie plutôt basée sur les services par rapport à l'Allemagne. Donc, de fait, on est moins impacté par toutes ces hausses de prix au niveau des matières premières et de l'énergie. Donc ça, voilà, on a souvent tendance à penser qu'on fait du French bashing, mais pas forcément, pas surtout en tout cas, puisque là, pour le coup, on a un avantage compétitif, un avantage comparatif. Toutes les entreprises ne sont pas forcément dans ce cas, c'est une moyenne, donc c'est quelque chose qui finalement ne correspond à personne, mais c'est une moyenne qui finalement donne une sorte de tendance de notre économie.